Eh bien, bonjour à toutes. Je crois qu'on est dimanche. Le week-end était tellement long, en vérité, que bon. Après, tu me diras, toi, tu n'as pas de vacances. C'est vrai. Non, c'est vrai. Pour moi, là, on est jeudi, par exemple. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler, ou en tout cas évoquer avec vous, le lire, essayer d'analyser certaines choses, l'article de The Wall Street Journal, donc qui est un journal spécialisé en économie et en finance. Et il y a donc eu un article qui est assez conséquent. Par ailleurs, c'est pour ça qu'on va faire une énorme vidéo dessus. Ça va être assez long, on va essayer de revenir point par point sur certaines choses. Et d'ailleurs, ils ont fait un superbe graphique qui répertorie le box-office de chaque film Marvel, parce que oui, c'est en lien avec l'univers Marvel. Et d'ailleurs, on en apprend beaucoup aussi sur l'avenir après Avengers Secret Wars. Juste ça. Je vous spoil 10 ans. Vous comprendrez pourquoi. En tout cas, on est parti pour lire l'article en question. Disney voulait plus de Marvel. Maintenant, il en veut moins. Alors, ça fait référence évidemment au post-Covid. Vous savez qu'il y avait eu un certain manque à gagner en 2020. Et c'est pour ça que Disney, qui préparait quand même pas mal de projets, notamment sur Disney+, a sorti énormément de projets. Par exemple en 2021. Et c'est là où on peut faire la comparaison. On va comparer 2021 avec 2024, qui sont vraiment deux années totalement opposées. Dans un premier temps, on a eu 4 films. On a eu Black Widow en juillet, Shang-Chi en septembre, on a eu en novembre Eternals, et je crois qu'en décembre, on a eu Spider-Man No Way Home. Donc en l'espace de 5-6 mois, on a eu 4 films Marvel. C'est quand même assez fort, sachant qu'on a eu aussi The Falcon and the Winter Soldier, ou WandaVision, on a eu Loki, on a eu What If, on a eu Hawkeye, enfin bref. Il y a eu 9 à 10 projets en 2021. Comparé à 2024, on a eu un film, Deadpool et Wolverine, on a eu Echo en début d'année, on a eu What If en fin d'année, entre-temps on a eu X-Men 97 et la série Spider-Man, et on a eu Agatha, je crois, en 2024 aussi, donc il y a quand même eu pas mal de projets qui sont sortis sur Disney+, mais en même temps, il n'y a eu qu'un seul film qui est sorti au cinéma. Donc c'est là aussi où on voit qu'il y a un changement de stratégie. Alors là, tu vas me dire, bah oui, mais là, regarde, on a 3 films, on a je ne sais pas combien de séries, mais en fait, c'est parce que, on va dire que l'année 2025, c'est là où on bat les dernières cartes qui étaient déjà, on va dire, dans le jeu de Marvel, dans les années où ça se passait pas trop bien. Par exemple, Ironheart, ils l'ont tourné en 2022. On est en 2025. Juste pour vous dire, voilà, au moins on reste clair là-dessus. Donc oui, forcément, Marvel, enfin en tout cas Disney en veut moins. Le directeur de Marvel Studios a récemment déclaré, et c'est là où c'est fort, enfin où c'est fou plutôt, à ses collègues que regarder toutes les nouvelles séries télévisées et tous les nouveaux films du géant du comics commençaient à ressembler davantage à des devoirs qu'à du divertissement. Parce qu'en effet, en fait, c'est un, comment pourrait-on dire ça? C'est une stratégie qui te permettait de te dire, bah ok, tu veux regarder Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais pour ça, tu dois regarder ça. C'est pas, tu as la possibilité de le faire ou la volonté. C'est pas toi vraiment qui choisis. Même s'ils ont essayé de faire en sorte de faire des petites connexions. Par exemple, dans Doctor Strange 2, ils te disent je ne suis pas là pour parler de Westview. Et du coup, tu peux te dire, si tu n'as pas vu WandaVision, ah, mais c'est quoi Westview? Tu te renseignes, tu regardes WandaVision et tu dis, ah, ok, là, j'ai compris. Mais tu peux très bien comprendre le film sans. Enfin, c'est un peu compliqué, mais en vrai, si t'es dedans et si tu fais pas forcément trop attention à tout l'univers Marvel, tu peux regarder le film sans avoir vu WandaVision. Et là, c'est vrai que de plus en plus de projets en lien avec l'univers Marvel, c'était ça. C'était de se dire, bah ok, tu veux regarder ça, mais avant tu dois regarder ça. Et donc c'est là où ça commence à devenir des devoirs plus que plus qu'une volonté de la part des spectateurs. Le problème, a reconnu Kevin Feige, est que dans le but de satisfaire les exigences 10 de Disney, je suppose, donc de la direction, enfin de la société mère donc de Disney, plus 1,85%. Donc en manque de contenu sur son nouveau service de streaming, le studio derrière The Avengers a produit trop de films et de séries avec des histoires interconnectées, donc ce que je vous ai dit en 2021 notamment, mais on peut citer aussi 2022, Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk, tout ça, enfin, il y a eu beaucoup de projets ces dernières années. Le déluge de contenu issu de l'univers cinématographique Marvel, donc le MCU sur Disney+, a submergé et finalement aliéné les spectateurs. Il a également mis à rude épreuve les ressources de Feige et de son équipe, diluant la qualité de leur production. C'est vrai qu'on produisait beaucoup plus et en moins bonne qualité. Eux, ils se contentaient de faire de la quantité et pas de la qualité. Parce qu'ils se disaient, ok,
En fait, c'est aussi la Netflixiasie. Ouh, c'est compliqué, mais bon, le principe de Netflix. C'est-à-dire que Netflix, ils sont là depuis. En tout cas, moi, le premier projet que j'ai regardé sur Netflix, c'était Stranger Things. Donc, je crois que c'était en 2016. Là où Disney, lui, en tout cas en France, ça a apparu, je crois, en 2020. Peut-être aux États-Unis fin 2019, je ne sais plus exactement comment ça s'est déroulé. Peut-être fin 2020 et nous, c'était en 2021. Enfin bref, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a eu quelques années. Donc Netflix avait une longueur d'avance avec des projets qui étaient phares bah, comme ça, comme La Casa de Papel. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses en vrai. Même si La Casa de Papel n'est pas une série Netflix, mais c'est une série qui a été rachetée par Netflix et redécoupée en format Netflix, entre guillemets. Sachant que du coup, bah, Disney s'est dit, on est en retard. Même si on a les films qui sont dispo, faut quand même qu'on propose du contenu. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du Disney Investor Day de 2020, où ils ont annoncé toutes les séries Marvel, où ils ont annoncé aussi tous les projets Star Wars, les projets Pixar, etc. On a vu d'ailleurs que certains projets n'avaient toujours pas vu le jour, alors qu'on est en 2025 et qu'il n'y a toujours pas de tournage, notamment la série sur Lando Calrissian. Il y a toujours rien, hein. Toujours rien. Donc on voit que ils ont vraiment proposé de la quantité, quantité, quantité. Alors je ne dis pas que tous les projets ne sont pas qualitatifs. Il y en a qui sortent du lot. Moi j'ai beaucoup aimé WandaVision, Loki, Hawkeye. Enfin, il y en a beaucoup. The Mandalorian aussi, c'était très bon jusqu'à la saison 3. Donc il y a véritablement cette politique à l'époque, c'était plus de quantité et bon bah la qualité, elle sera amoindrie. Regardez She-Hulk, c'est dégueulasse. Regardez Moon Knight, visuellement c'est dégueulasse aussi. Donc il y a aussi cette part à prendre en compte. Donc les ventes au box-office, la popularité du streaming et la position autrefois intouchable de Marvel dans la pop culture en ont pâti. Aujourd'hui, Feige mène une restructuration interne visant à remettre le studio sur les rails, donc ce n'est que pour le mieux. Marvel produit moins de séries télévisées. Je vous rappelle qu'il y avait eu un article, alors je crois que c'était sur The Hollywood Reporter, qui parlait du fait qu'il y avait 3 séries en préparation. Et du coup, avec cette restructuration, eh ben, on les a mis sur le côté. Donc c'était la série Strange Academy. C'était le projet sur Terror Inc., qui était un projet dont personne n'avait jamais entendu parler. Et la série sur Nova. Donc voilà, ces projets ont été mis en stand-by. Et donc aujourd'hui, bah, on verra si on les a. Donc il y a une restructuration avec des histoires indépendantes qui ne nécessitent pas de connaissances préalables du MCU. Par exemple, a priori, Wonder Man, ça devrait être ça. En fait, la manière dont ils ont de décrire ça, j'ai plus l'impression que c'est les Spotlight. Vous voyez, les Marvel Spotlight, je pense que tout le monde les a oubliés, ces projets-là. En gros, c'est une sorte de nouvelle rubrique du côté de Marvel. Alors, on a les Marvel Special, donc Werewolf by Night, etc. Mais on a aussi les Spotlight. Spotlight, en fait, c'est une série où tu n'as pas besoin de regarder ce qu'il y avait avant, t'as pas besoin de regarder ce qu'il y a après, juste c'est une histoire sur un personnage, mais sur une série. Un peu comme un special en soi, mais en série. Et d'ailleurs, a priori, Wonder Man, c'est ça. Même si Wonder Man, en vérité, bon, c'est bien mieux de regarder Avengers Doomsday, puisqu'a priori, il est dedans aussi. Donc, les histoires indépendantes donc qui nécessitent pas de connaissances préalables du MCU. Feige se concentre sur la refonte du catalogue cinématographique du studio après les récents échecs comme Captain America Brave New World. Je vous rappelle que il aurait dû faire, je crois, 425 millions de dollars. Il en a fait 413. Sachant qu'il faut le savoir aussi, je l'ai appris récemment, c'est que pour qu'un film soit rentable, en fait, il ne suffit pas de rentrer par rapport au seuil de rentabilité. Il y a aussi un pourcentage qu'il faut faire en plus pour se dire, ok, à ce moment-là, on est rentable. Je vous explique, en gros, je crois que du côté de Disney, j'avais lu ça, que c'était 9%, 8 ou 9%. Ça veut dire que, par exemple, pour être rentable, si le seuil de rentabilité est atteint au bout de 3 fois le budget total du film, donc ça veut dire que si le film coûte 100 millions et que tu fais 300 millions, eh bien, finalement, tu dois faire 9% de ce que tout ça t'a coûté. Donc ça veut dire que tu dois faire 309, parce que 9% de 100 millions, c'est 9 millions. Donc tu dois faire 300 plus les 9 millions. Et donc là, avec Captain America Brave New World, il devait faire 425 millions, supposément avec ces 9%, et ils n'ont pas réussi à le faire. Voilà, il faut aussi le savoir. Donc oui, c'est un échec, sachant qu'on ne parle pas d'un film Ant-Man, on ne te parle pas d'un film sur Captain Marvel, on te parle d'un film sur Captain America. Le premier test majeur de son renouveau a eu lieu cette semaine avec Thunderbolts, qui, je vous le rappelle, pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas le score total, d'accord? Parce qu'on n'a pas le samedi, on n'a pas le dimanche, je crois qu'on a le vendredi. Non, on n'a pas le vendredi non plus, je crois qu'on a que les préventes. Et je crois qu'il est à 31,5 millions. Je crois. Là, je sais que sur Mojo, il est à 31,5 millions. Donc, ce qui dépasse les espérances de Marvel. Donc, ce qui est très cool. Qui raconte l'histoire d'une équipe complice de has-been et d'autres figurants qui sauvent le monde en l'absence des Avengers.
Les premières ventes au box-office indiquent que le film devrait atteindre entre 70 et 75 millions de dollars aux États-Unis et au Canada ce week-end, ce qui le placerait dans la catégorie des sorties les moins rentables de la société. Mais encore une fois, on te parle d'une équipe qui est une équipe totalement secondaire. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a eu les Gardiens de la Galaxie, c'était le cas. Oui, mais c'était une époque où on était entre Avengers 1 et Avengers 2, on ne savait pas où ça allait aller, on supposait... Ah bah oui, il y avait les Pierres de l'Infini, donc ça donnait encore plus envie d'aller voir le truc. C'était totalement différent de ce qu'on avait à l'époque, parce que les Thunderbolts, même si c'est un peu différent de ce qu'on a actuellement dans le MCU, on va dire qu'il n'y a rien de nouveau, dans le sens où bah, on peut comparer ça à The Suicide Squad ou aux Gardiens ou un mélange des deux, et là pour le coup avec les Gardiens, c'était un tout nouveau genre, donc forcément qu'il a fait beaucoup de sous. Puisque par exemple, là, on a donc ce graphique qui répertorie du coup tous les films. Donc on voit qu'Iron Man 1 a fait 585, Hulk a fait 265, Avengers Endgame a fait 2,9, je crois 2,8 milliards. Spider-Man Far From Home avait fait 1,1 milliard, Deadpool et Wolverine avaient fait 1,3. Bon là, ils disent qu'il fait 415 millions de dollars, mais moi j'avais lu 413, alors peut-être que ça a un peu augmenté, mais bref, vous voyez qu'il n'est pas aux 425 attendus, donc il a 10 millions de pertes, même si je pense que c'est beaucoup plus que ça. Malgré tout, les critiques de Thunderbolts ont été largement positives. Si les fans apprécient le film, ils seront probablement impatients de découvrir les 4 fantastiques First Steps, donc en juillet. L'histoire de ce film mènera directement aux 2 suites d'Avengers en 2026 et en 2027, dont Marvel a besoin pour retrouver sa gloire d'antan, donc Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Et désolé pour tout à l'heure la respiration, c'est qu'en fait je viens de manger. Du coup j'ai des... ça me donne envie de respirer l'air, ou d'aspirer... d'inspirer ou d'expirer. Bon bref, vous avez compris. On s'en moque. Là, on va passer sur Kevin Feige directement. 51 ans. Il est largement reconnu comme le producteur de cinéma le plus prospère du Hollywood moderne. En même temps, bon, vous avez vu tout ce qu'il a fait. Après avoir débuté comme assistant du producteur de X-Men en 2000, il a été embauché par Marvel la même année et est devenu le directeur final de tous les aspects du projet, des scénarios au casting en passant par le montage et les effets spéciaux. Sous sa direction, Marvel a sorti une série de succès, c'est beaucoup de S, sans précédent, dont Iron Man en 2008, Les Gardiens en 2014, Black Panther en 2018. Parallèlement, Marvel a été racheté par Disney pour 4 milliards de dollars en 2009. Ça aussi, il faut le savoir. C'est pas... on va dire que c'était, je crois qu'on avait déjà eu Iron Man, parce qu'à l'époque, c'était Paramount qui s'en occupait, et de l'autre côté, Hulk, c'était Universal. Donc voilà, sachant qu'on ne sait pas vraiment si les droits de Hulk sont revenus du côté du MCU. Son plus grand succès fut Avengers Endgame, sorti en 2019, qui réunissait les intrigues des personnages de 21 films qui l'avaient précédé et qui avait rapporté 2,8 milliards de dollars, un record à l'époque, sachant qu'après il a été redépassé par Avatar. Le premier, le 2, je crois qu'il est pas, je crois que le deuxième film le plus rentable, enfin le deuxième film avec le plus gros box-office c'est Avengers Endgame et au-dessus c'est Avatar parce qu'à l'occasion de la sortie d'Avatar La Voix de l'eau, ils avaient ressorti Avatar le premier. À l'apogée de Marvel dans les années 2010, Feige était très impliqué dans le développement des films, il confiait sa supervision du tournage à des cadres subalternes, puis remettait la main à la pâte en salle de montage, apportant souvent des modifications importantes et commandant de nouvelles scènes. Son adjoint de longue date, Louis Desposito, avait une blague récurrente: on peut réparer n'importe quel film en le retournant. Pour Thor, le monde des ténèbres, sorti en 2013, il y a eu 35 jours de tournage supplémentaires, soit plus longtemps que la production entière de nombreux films à petit budget. Malgré quelques ratés au début, le processus de Feige a fonctionné presque sans faille. Pendant des années, tous les films Marvel sortis entre 2010 et 2019 ont été des succès, engrangeant en moyenne environ 1 milliard de dollars. Les fans ont apprécié le ton distinctif de chacun, mais le lien entre les deux films était fort. Les films étaient supervisés par une petite équipe de directeurs créatifs nommée le Parlement. La plupart d'entre eux travaillaient pour Marvel depuis sa création où il avait rejoint donc l'équipe comme assistant et avait été promu, ce qui conférait à Marvel une culture familiale. Feige était le père bien-aimé et charismatique du studio, un génie créatif auprès duquel tout le monde recherchait l'attention et l'approbation. Plus de MCU. Peu de temps après Endgame, les membres de l'équipe créative ont commencé à se réunir dans leur bureau sur le terrain du studio Disney pour déterminer où le MCU pourrait éventuellement aller ensuite. Sachez qu'il y a une rumeur très fiable qui disait que, à l'époque, notamment parce qu'on partait sur la saga du multivers, eh bien on avait Kevin Feige qui avait réuni tous ses assistants
ou en tout cas tous ceux qui travaillaient notamment sur beaucoup de projets, qui essayaient d'imaginer, ok, on va faire ci, ça, eh bien, il avait donné toutes les règles du multivers. On voit que ça n'a pas marché, parce que qui pourrait me citer toutes les règles du multivers? C'est un petit peu compliqué, on en a fait une vidéo il y a de cela maintenant quelques mois, quelques années, je ne sais plus exactement. Dans le bâtiment administratif voisin, la direction de Disney avait une autre propriété. Bob Iger lançait Disney Plus comme sa réponse à Netflix, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il avait besoin de nombreuses nouvelles séries qui comptait du coup sur Marvel pour en fournir un grand nombre. La stratégie est devenue simplement expansion, 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 a déclaré une personne qui travaillait chez Marvel à l'époque. Feige a récemment confié à ses collègues qu'il avait accepté ce projet par enthousiasme et par désir d'être une entreprise citoyenne exemplaire. Cela s'est avéré être une erreur. Les deux premières séries sur Disney Plus sont sorties en 2021, l'aventure temporelle Loki et WandaVision. Alors pour le coup, ils se sont trompés. Non mais je le dis, pour la simple et bonne raison que WandaVision s'est sorti le 15 janvier 2021, j'ai toutes les dates. The Falcon and the Winter Soldier est sorti en avril 2021, Loki s'est sorti en juin. Oh là, qu'on ne me la fasse pas à moi, je vous le dis. Là, c'était The Falcon and the Winter Soldier qu'il aurait fallu écrire pour les deux premières séries, qui poursuivait du coup l'histoire de deux héros de Endgame dans un univers de sitcom satirique. Tous deux ont rencontré un franc succès, mais la transition de Marvel, passant de quelques heures de production annuelle à plusieurs dizaines d'heures de séries et de films en streaming, a fini par perturber les processus du studio. Deux dirigeants supervisaient chaque série, tandis que Feige restait le décideur final sur chaque question créative importante, même si le nombre de décisions à prendre chaque jour était exponentiellement plus élevé. Forcément, tu as beaucoup plus de projets. Les personnes ayant travaillé chez Marvel au début des années 2000 ont déclaré qu'il était difficile de consacrer suffisamment de temps à Feige pour recueillir ses commentaires. Par conséquent, il passait parfois des semaines sur des travaux qui se révélaient inutiles après son intervention, puis se retrouvait avec peu de temps pour mettre en œuvre ces modifications avant la date limite. En gros, ça veut dire que si, admettons, on te dit, toi, tu vas travailler sur ce plan-là, tu travailles sur ce plan-là pendant 3 semaines, mais du coup, tu n'arrives pas à trouver Kevin Feige pour qu'il te le confirme ou non, et après 3 semaines plus tard, après 3 semaines intensives, il te dit, bon non, ça finalement, le scénario a changé, on le garde pas. C'est un peu ça, ce que vivaient et ce que vivent peut-être toujours les employés. Des employés désespérés ont dû poursuivre Feige dans les couloirs pour obtenir des réponses. Donc comme s'ils couraient après lui parce que il était au four et au moulin parce qu'il y avait encore plus de projets. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on te dit que Feige a pris des mauvaises décisions. Mais pourquoi est-ce qu'il a pris de mauvaises décisions? Aussi parce qu'il n'était pas forcément suivi par les personnes qui étaient au-dessus, parce qu'il était tout seul en soi. Donc c'est là aussi où c'est intéressant. Et peut-être que les frères Russo, alors même s'ils ne sont pas forcément d'excellents réalisateurs, parce que tu vas me dire, mais ils ont fait Infinity War, ils ont fait Endgame, depuis les projets qu'ils ont fait, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, même si moi j'ai bien aimé The Electric State, mais il a coûté tellement cher pour si peu de rentabilité, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas, Feige pourrait se reposer un peu sur eux, sachant qu'on saurait que Kevin Feige, en fait, se serait un peu reposé sur Sam Raimi. Il avait eu moins de vision sur ce qu'a fait Sam Raimi sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce que il savait que Sam Raimi était un très bon réalisateur, et qu'en plus de ça, c'était quelqu'un de confiance là-dessus, donc il a un peu fermé les yeux sur certains trucs, laissant Sam Raimi peut-être faire ses plans qui étaient un peu similaires à ce qu'on avait du côté de Spider-Man, donc ça aussi, c'était plutôt cool. Connu depuis longtemps comme l'un des studios les plus économiques d'Hollywood, Marvel s'est mis à dépenser sans compter. Comme d'autres sociétés de médias lançant des services de streaming, le coût n'était pas un obstacle dans la course pour impressionner Wall Street par une forte augmentation du nombre d'abonnés. Les séries Marvel réalisées au début des années 2020 coûtaient régulièrement plus de 100 millions de dollars par saison, approchant parfois les 200 millions de dollars grâce à la présence d'acteurs de renom et à des effets visuels coûteux. J'attends toujours les effets visuels coûteux. J'attends toujours de voir ça, parce que même WandaVision, c'était pas ouf. La scène de fin, le combat entre les deux visions, bon, c'est pas exceptionnel sur certains plans. Durée totale d'exécution du contenu Marvel, donc là c'est pour les séries et les films, donc c'est un petit graphique plutôt intéressant d'ailleurs, notamment pour les estimations pour 2025. La fatigue Marvel. Le dysfonctionnement interne a commencé à se manifester dans la production Marvel. Les téléspectateurs se sont plaints d'un contenu Marvel trop volumineux et d'une proportion croissante de contenu jugé médiocre. J'ai adoré ça pendant tant d'années, mais après toutes les émissions, toutes les séries et tout le reste, ça a commencé à devenir un peu confus et du coup à sortir un peu partout, a déclaré Leslie Rodriguez, une responsable des médias sociaux de 23 ans. C'est vrai que on avait eu beaucoup de projets, on savait pas vraiment sur quel pied danser, on savait pas vraiment vers où il voulait aller, et finalement, c'était un peu n'importe où. Les fans ont rejeté les séries événements à gros budget comme Secret Invasion, un drame sur les extraterrestres, des attaques extraterrestres avec Samuel L. Jackson, les séries revenons sur Secret Invasion, forcément qu'on l'a rejeté cette série puisque ce n'est pas Secret Invasion. Encore une fois,
c'est là où moi, c'est tout le problème. Alors vous allez me dire que c'est qu'un titre. Si la série s'était appelée Fury, en vrai, je pense que j'aurais aimé 10 fois plus ce projet. Même s'il n'est pas fou, mais j'aurais aimé 10 fois plus ce projet pour la simple et bonne raison que le titre est trop, trop important. Secret Invasion, c'est un projet qui à la base devrait être un film et devrait être avec des super-héros. Le seul super-héros qu'on a, c'est Rhodey. C'est ça ce qu'on nous vend dans Secret Invasion. Encore une fois, la série s'appelle Fury, tu rends hommage au personnage, tu lui fais une série sur Disney+, c'est cool. Fury. Et non, ils se sont dit on va faire Secret Invasion parce que c'est peut-être plus vendeur, mais ce n'est pas vendeur quand tu vois ce à quoi ça ressemble. Et du coup, en vrai, ça leur tire une balle dans le pied parce que je pense que Secret Invasion, ça aurait pu être une phase, enfin une saga de l'univers de Marvel. Ils auraient pu faire la saga de l'infini comme ils l'ont fait. Et avant de faire la saga du multivers, ils auraient pu faire une saga de, allez quoi, 2-3 ans. La saga des Skrulls. Ils auraient pu faire un truc comme ça. Vraiment un truc beaucoup plus resserré pour être un petit peu plus chill, sachant qu'ils avaient déjà teasé les Skrulls dans Captain Marvel, etc. Tu pouvais le faire. Et de faire un film Avengers Secret Invasion. Ou juste un film Secret Invasion un peu comme si c'était un événement. Ils auraient pu faire ça. Ils ne l'ont pas fait et c'est bien dommage parce que là, en fait, ils se tirent une balle dans le pied. En plus, ils en font une série donc ça a quasiment rien rapporté. Et les gens la critiquent et ce, selon moi, encore une fois, à juste titre. Les séries dont la société était fière comme Miss Marvel qui raconte l'histoire d'une adolescente pakistano-américaine dotée de super pouvoirs n'ont pas réussi à attirer beaucoup de téléspectateurs. C'est aussi pour ça qu'a priori, c'est là où c'est fou parce que du coup ça vient confirmer des choses qu'on avait déjà dit en 2021 ou 2022. C'est que sur le marketing de Miss Marvel, il y a écrit Miss Marvel saison 1. Ce qui signifiait qu'ils étaient tellement confiants qu'ils allaient en faire une deuxième saison. Sauf que vu que la série n'a pas tellement été appréciée, bah du coup, a priori, aujourd'hui, il n'y a plus de saison 2 de Miss Marvel qui est prévue. Au cinéma, les plus grands succès de Marvel durant cette période étaient des pièces nostalgiques, reprenant d'anciennes intrigues comme Spider-Man No Way Home ou Deadpool et Wolverine. Ant-Man et la Guêpe Quantumania était crucial pour l'avenir de Marvel, car il mettait en scène le méchant principal pour la suite des événements d'Avengers, sous-titré The Kang Dynasty, mais le film, sorti début 2023, était un flop au box-office et a été largement critiqué. Alors, flop au box-office, oui et non, parce que justement, on avait lu un article de Forbes qui nous expliquait que le film était rentable. Alors, ils ont gagné de l'argent, oui, mais assez peu, donc ils n'en ont pas perdu. Mais on voit que, via des petites stratégies économiques, ils ont réussi à ne pas perdre d'argent. Et ça, c'est vraiment super intéressant, je trouve, la manière dont ça a été articulé. Donc, je vous inviterai à aller voir la vidéo en question sur Quantum Mania. Mais en tout cas, donc oui, ça nous montre que ce n'est pas vraiment un flop. Alors, c'est un flop peut-être parce qu'il s'attendait d'une certaine manière à peut-être faire 700, 800 millions, sachant qu'il a fait peut-être 400 ou 500, je ne sais plus exactement. Donc c'est peut-être là où ils entendent le flop, mais sachez que le film est rentable. Et donc oui, il a été largement critiqué, et ce à juste titre, puisque le grand méchant du futur film Avengers se fait battre par des fourmis. On le rappelle. Les employés évoquaient régulièrement la fatigue Marvel et ils craignaient d'avoir créé un fan club sans nouveaux films où les personnes peu familiarisées avec l'état du MCU ne pourraient pas regarder une nouvelle sortie car elles n'auraient aucune idée de ce qui se passait. Parce qu'encore une fois, on essaye de faire un univers interconnecté, mais en même temps, des fois c'est déconnecté, des fois il faut avoir vu tel projet, et en plus qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres. Genre par exemple pour voir les Thunderbolts, pour comprendre peut-être qui est Ghost, bah tu dois voir Ant-Man et la Guêpe. Tu vois, les connexions qui se font, c'est peut-être un petit peu compliqué pour certains. Moi, bah évidemment, je suis fan de l'univers, donc j'ai tout regardé, et on en parle tous les jours, donc forcément je suis au fait, mais je ne suis qu'une petite partie du box-office. Hein. Les personnes comme nous, c'est vraiment très peu. Eux, ils essaient de toucher un plus large public. Et forcément, quand tu essaies de toucher un plus large public, mais tu fais plein de rêves à des choses que les gens n'ont pas vues, bah forcément, soit ça ne plaît pas, soit les gens sont perdus. Et c'est totalement crédible, enfin c'est totalement logique. Pendant ce temps, l'obsession de Wall Street pour la croissance du streaming a cédé la place à une focalisation sur la rentabilité. Iger et Feige ont commencé à examiner de plus près les coûts et les choix créatifs de Marvel. Au dernier moment, Marvel a décidé que le scénario de son film Blade, enfin de Vampire Blade, n'était pas assez bon et a interrompu la production en 2023, le temps que le matériel soit expédié vers les studios d'Atlanta. Donc là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que dans le Wall Street Journal, on te dit que en gros, c'est en stand-by. Ce n'est pas annulé, c'est mis en stand-by. On t'explique qu'ils attendent que le matériel soit bon pour envoyer le projet vers les studios, pour le tourner. Donc, est-ce qu'un jour on pourrait voir Blade ?
Pas sûr, pas sûr. Lorsque le tournage du film The Marvels a débuté, les cinéastes n'ont guère bénéficié de l'attention d'un Kevin Feige surmené. Après l'échec de Quantumania, Feige s'est davantage impliqué, du coup, espérant éviter un deuxième effondrement en un an. Les cinéastes ont utilisé des dizaines de versions d'une voix off pour rattraper les téléspectateurs avec des points de l'intrigue et des films et des séries passées qu'ils devaient comprendre, mais ce n'était pas suffisant. Genre le côté de « Ah bah, je ne suis pas là pour vous parler de Westview » dans Doctor Strange 2, par exemple. The Marvels, qui a coûté 300 millions de dollars, a été le plus gros échec de Marvel, ne rapportant que 206 millions. Encore une fois, avec un budget de 300 millions de dollars, le film aurait dû faire entre 750 et 900 millions. Donc vous voyez, pour être rentable, hein, pour ne pas perdre d'argent. Donc là, vous voyez que en rapportant 206 millions, il en a perdu environ entre 400 et 500. C'est énorme. C'est énorme. Sachez-le. A priori, encore une fois, ce ne sont que mes estimations par rapport aux chiffres qu'on nous donne. Plus de malheur, moins de tristesse. Depuis les premières années de Marvel, le parlement de Feige se réunit chaque automne à Palm Springs, en Californie, où il planifie l'avenir du MCU. Et là, ça va nous intéresser. La réunion de 2023 fut sombre. C'est marrant comme ils l'écrivent. De nombreux films et séries ne fonctionnaient pas. Le studio venait de licencier des employés pour la première fois de son histoire. Les membres du Parlement ont discuté de la possibilité de sauver le projet Avengers de Kang Dynasty, ont également évoqué une nouvelle stratégie télévisuelle dans laquelle les séries auraient des intrigues distinctes du MCU, ce qui les rendrait plus faciles à comprendre pour les nouveaux fans. L'entreprise a décidé de réduire considérablement sa production télévisuelle, la quantité, dans notre cas, a dilué la qualité, et Marvel en a beaucoup souffert, a déclaré Bob Iger au sommet du Deal Book de New York Times en novembre. Marvel ne sortira plus qu'une ou deux séries live-action en streaming chaque année à partir de l'année prochaine, donc en 2026, logiquement. Sachant qu'en 2026, c'est pas vraiment vrai, puisque a priori il pourrait y avoir la saison 2 de Hawkeye, même si elle pourrait être décalée à 2027. Mais surtout, logiquement, on a dans un premier temps Vision, la série sur Vision qui est actuellement en tournage, et on a Daredevil qui est actuellement aussi en tournage. Bon, pour l'instant, ce sont les deux seuls projets live-action dont on entend parler. Donc, à voir, évidemment, mais c'est vrai que là, par exemple, cette année, on en a beaucoup, parce qu'ils ont essayé de se dire, bon bah, on va rebattre les dernières cartes et on va tout sortir maintenant. Donc, j'en étais où, moi, à partir de l'année prochaine, il a déjà commandé plusieurs saisons pour certaines d'entre elles, afin que leurs histoires puissent se poursuivre sans passer au grand écran. C'était la volonté notamment par rapport à la série Nova. Voilà. Un cadre supérieur supervise la télévision afin que Feige puisse se concentrer sur le cinéma. La priorité absolue de Marvel est de s'assurer que les 2 prochains films Avengers prolongent le palmarès de la franchise, qui a donné naissance à 4 des 5 films les plus rentables de l'entreprise. Début 2024, oui, alors parce que celui qui complète, on va dire, ce classement des 5, c'est Spider-Man No Way Home, qui a fait quasiment 2 milliards de dollars. Depuis début 2024, les dirigeants ont décidé de se séparer de Kang et ont commencé à réfléchir à un meilleur antagoniste pour leur prochaine équipe de super-héros. Feige discutait depuis plus d'un an avec Robert Downey Jr., interprète d'Iron Man et adoré des fans, de son retour dans le MCU. Ils ont évoqué son rôle du Docteur Fataliste, l'un des méchants les plus connus de l'histoire des comics Marvel, mais ils n'avaient pas encore déterminé quand ni dans quel film. Les dirigeants de Marvel ont conclu que Downey était la solution à leurs problèmes avec les Avengers. Ils ont rebaptisé le film Avengers Doomsday, ça vous vous en souvenez, on l'avait vu avec les frères Russo qui réalisent le film. Faire venir les talents derrière un blockbuster pour une suite est l'une des propositions les plus coûteuses à Hollywood, mais les personnes qui ont travaillé avec Feige disent qu'ils aiment revenir avec des personnes en qui la confiance est, en particulier dans des moments d'urgence. C'est aussi pour ça qu'on peut se dire que, d'une certaine manière, Ryan Reynolds est une personne de confiance pour Kevin Feige, parce que il est en train d'écrire des projets autre part que du côté du MCU, dans le sens où il écrit des projets Marvel sans vraiment savoir si ça va être pris, mais donc il peut se reposer aussi sur lui. J'ai vu toute l'annonce et sans exagérer, je suis tombé à genoux, a déclaré Bailey Bowen, une assistante enseignante de 25 ans, en jetant un œil au tapis rouge pour la première de Thunderbolts à Hollywood lundi. Dans son introduction à la projection ce soir-là, le réalisateur de Thunderbolts, Jake Schreier, a déclaré « Quand j'ai commencé à travailler sur le film, Kevin Feige m'a dit « Faites-le différent ». Les recettes du box-office de ce week-end montrent que si c'est ce que les fans veulent, c'est compliqué, ce que veulent les fans de Marvel, c'est chaud. Sachez que, d'ailleurs ça a été confirmé, je sais pas s'ils vont en parler dans cet article-là, mais c'est un truc de fou, et on va en parler aussi en short, tout ça là, mais sans trop rentrer dans les détails, sachez que la deuxième scène post-générique des Thunderbolts a été réalisée par les frères Russo.
sur le tournage d'Avengers Doomsday. Voilà. On va pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour spoiler les Thunderbolts. Et du coup, à bien des égards, Marvel est revenu à sa stratégie avant le boom du streaming, comme si les 5 dernières années avaient été un mauvais rêve. Comme lors de la création de Marvel Studios, Feige a une vision ambitieuse de l'avenir de son entreprise sur grand écran. Les prochains films Avengers devraient introduire les X-Men, et c'est là où c'est intéressant. L'une des équipes de super-héros les plus populaires de Marvel dans le MCU, Feige a confié à ses collègues qu'il avait un plan sur 10 ans pour les personnages, ce qui signifie, je vous le dis, que le plan sur 10 ans, on en aura jusqu'en 2037. Dites-vous que j'aurai 40 ans. 40 ans. 2037. Et sachant qu'il parle d'un plan sur 10 ans, donc c'est cool, hein, mais minimum. Parce que là, on parle des X-Men, mais évidemment qu'ils vont après recommencer peut-être avec de nouveaux persos. Ils vont peut-être en créer d'autres d'ici là dans les comics, ils vont peut-être faire d'autres trucs. Il y a tellement de choses à faire, d'accord? Donc, en vrai, c'est 10 ans minimum, d'accord? En comptant X-Men 1, 2, 3, des nouveaux films Avengers, Avengers contre les X-Men, des films Hulk, des films sur Thor, des films sur Spider-Man. Rien que Spider-Man, on sait que logiquement, il devrait avoir 3 trilogies. Donc, supposément 9 films. Sachant que la deuxième trilogie, logiquement, s'arrête... Attends, ça fait 2026, 2028, 2030. Ça s'arrête en 2030. La deuxième trilogie de Spider-Man avec Tom Holland, logiquement si on a un film tous les 2 ans, donc ça va être assez complexe tout ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur cette longue vidéo, 31 minutes. J'espère en tout cas qu'elle vous a été, qu'elle a été pour vous intéressante. J'adore parler de ça. Je trouve ça super fort parce que, en fait, c'est cool de parler des films, de parler de ce que ça raconte, mais comment est-ce que c'est fabriqué, tous les enjeux qu'il y a derrière le studio qui sont extrêmement importants pour le studio mère, du coup la société mère Disney, c'est ouf. Moi je trouve ça incroyable à analyser, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, sachant qu'on va se retrouver dans quelques temps pour une nouvelle vidéo, peut-être sur les Thunderbolts je pense. Et ce soir, on est en live avec Momo pour parler du film. La bise. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une excellente journée.